Très bien. Bien, chers collègues, merci d'abord aux organisateurs, Michel et William, pour l'aimable invitation à venir animer cette matinée et remettre les anciens que nous sommes avec André un peu de nouveau dans le bain de ces discussions sur le sport, ses enjeux sociétaux, ces questions diplomatiques. Je suis très heureux de présenter cette table ronde historique qui va nous permettre de faire un petit saut, je prends une minute d'introduction, de l'Antiquité sur 2 millénaires à la période contemporaine, parce que William nous a parlé des différentes périodes historiques. En fait, c'est un saut de l'Antiquité au XXe siècle essentiellement, c'est-à-dire des Jeux olympiques entre guillemets ancien régime à la résurrection des Jeux olympiques nouvelle formule à la fin du XIXe siècle par le baron Pierre de Coubertin. Et les questions qui sont soulevées au cours de cette matinée tournent autour de cet axe central soulevé déjà par William à l'instant sur cette question de la citoyenneté. Tout le monde sait que le mouvement sportif n'a peut-être pas la même vision de ce que c'est que la citoyenneté, l'appartenance nationale que les phénomènes politiques. C'est peut-être déjà le cas dans l'Antiquité. En tout cas, je me réjouis de donner immédiatement la parole pour l'organisation de la matinée. Les exposés dureront une demi-heure. Après chaque exposé, on les débattra directement. Vous aurez la parole, vous pourrez poser la question à nos différents intervenantes et intervenants. Et donc, je me réjouis de donner la parole à Dominique L'Enfant, qui est professeur d'histoire grecque dans cette université, appartenant au laboratoire Archimède, qui doit être dans cette maison, la Micha, si mes souvenirs sont encore bons, pour revenir aux sources, en quelque sorte, avec Jeux olympiques, citoyenneté et politique dans la Grèce antique. Chers collègues, vous avez la parole pour une demi-heure. Je vous remercie. Le micro fonctionne ? Oui. Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur Sherman, pour cette introduction. Et je voudrais commencer par remercier William Gasparini et Michel Quebel de m'avoir proposé de participer avec ce retour dans un passé lointain. Alors, les Jeux olympiques antiques ont été d'une longévité remarquable, puisqu'ils ont été pratiqués pendant plus de 1000 ans. Et depuis la création des Jeux olympiques modernes à la fin du XIXe siècle, ces Jeux olympiques antiques font partie de ces héritages présumés du monde grec antique, de même d'ailleurs que les notions de citoyenneté ou de politique ou de démocratie. Et évidemment, ces héritages sont moins réels qu'ils ne sont revendiqués pour leur prestige au moment de la création d'une réalité moderne qui est forcément différente. Dans le cas précis des Jeux olympiques, quand on regarde le détail, qu'on opère des comparaisons, on voit s'accumuler les différences, au point que les ressemblances paraissent parfois réduites à des données très générales. C'est vrai des aspects sportifs, religieux ou économiques, mais ça l'est aussi des aspects politiques sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui. Le grand point commun entre les Jeux antiques et les Jeux modernes, c'est bien sûr l'organisation régulière, tous les 4 ans, de compétitions sportives entre des ressortissants de multiples États distincts. Mais on a déjà une première différence là entre la réalité antique et la réalité moderne, qui est que dans l'Antiquité, les États qui sont en compétition, enfin qui ont des ressortissants en compétition, sont tous des États grecs, puisque, il faut le rappeler, la Grèce antique n'est pas un État, comme l'est aujourd'hui la Grèce moderne, mais un monde composé de centaines de cités qui sont autant d'États, des cités distinctes, des cités dispersées. Vous avez juste une petite idée avec cette carte. Chaque cité a son territoire, chaque cité a son régime politique propre. Un Marseillais, un Athénien, un Spartiate, un Byzantin sont grecs, mais ce sont des étrangers l'un pour l'autre, avec des citoyennetés distinctes. L'ensemble de ces cités n'avait pas d'unité politique, mais ces cités formaient une communauté d'ordre culturel. Ces cités partageaient une même langue, avec évidemment quelques variantes,
le grec. Elles avaient le sentiment d'une parenté de sang entre leurs ressortissants. Elles cultivaient des mœurs similaires, par exemple en matière alimentaire, matrimoniale, vestimentaire ou sportive. Et enfin, le dernier grand point commun entre ces cités, c'était de partager des cultes et des sanctuaires. Le sanctuaire d'Olympie était l'un de ces sanctuaires communs, de ces sanctuaires dits panhelléniques. C'était un sanctuaire de Zeus. Tous les 4 ans, alors qu'on peut situer là globalement dans une carte générale avec les noms modernes. Tous les 4 ans, et ce principe de l'Olympiade, comme vous le savez, a été repris par Pierre de Coubertin, on organisait à Olympie ce que les modernes appellent les Jeux olympiques. Jeux olympiques, c'est une appellation qui est contestée depuis plusieurs décennies par les historiens de l'Antiquité, s'agissant de l'Antiquité, parce que le terme grec le terme grec qui est usuellement traduit par jeu, donc agone, agonès, signifie concours. Et la bonne traduction pour désigner la réalité antique serait donc les concours olympiques. Ces concours se déroulaient dans le cadre de festivités religieuses, comme la plupart des actes de la vie publique des Grecs. On les appelait d'ailleurs souvent ta Olympia, ce qui veut dire simplement les fêtes olympiques, comme on appelait toutes les fêtes en l'honneur de tel ou tel dieu. Ou bien on parlait du concours en l'honneur de Zeus d'Olympie, ce qui rend bien compte de cette dimension religieuse qui n'est plus de mise aujourd'hui. Ce n'était pas le seul concours panhellénique, mais c'était le plus important, le plus ancien, le plus prestigieux et le seul à être exclusivement sportif du point de vue des concours. Il n'y avait pas de concours musicaux ou théâtraux, comme il y en avait par exemple à Delphes, dans les Jeux panhelléniques de Delphes. Les compétitions à Olympie n'étaient pas ouvertes à toute l'humanité, que ce fût pour y participer ou pour y assister. Il y avait plusieurs conditions. Il fallait être grec, il fallait être de sexe masculin, et il fallait enfin être non seulement de statut libre, et non pas servile, mais être citoyen d'une cité, et non pas simple immigré libre dans telle ou telle cité. Je reviens sur plusieurs de ces points. Il n'y avait pas aux Jeux olympiques de non-grecs, de ceux que les Grecs appelaient des barbares. Par exemple, pas de Gaulois, pas de Phéniciens, pas d'Égyptiens, pas de Thraces, tous ces peuples avec lesquels les Grecs avaient beaucoup d'échanges, eh bien, ils ne pouvaient intervenir à aucun titre dans les Jeux olympiques et ni pénétrer donc dans le sanctuaire au moment des Jeux. Les Grecs voyaient dans l'athlétisme une pratique proprement grecque et l'exclusion des non-grecs permettait en quelque sorte de renforcer la frontière mentale que les Grecs traçaient volontiers entre eux-mêmes et les barbares. L'une des caractéristiques de l'athlétisme était la nudité des athlètes et dans cette nudité, les Grecs voyaient aussi une claire différence avec les barbares réputés pudiques et enclins à se couvrir le corps avec des vêtements à manches et à jambes. Et cette nudité typiquement grecque était particulièrement visible, voire affichée, à Olympie. Concernant maintenant les femmes, on sait que les JO modernes sont loin de leur avoir été ouverts dès l'origine. Pierre de Coubertin a même invoqué le modèle grec antique pour rejeter le principe de leur participation aux premiers Jeux olympiques. Et de fait, en l'occurrence, le modèle était adéquat, si l'on peut dire, dans la mesure où les femmes dans l'Antiquité ne pouvaient ni assister aux Jeux olympiques, ni y concourir. Plus précisément, et pour rectifier très légèrement, elles ne pouvaient concourir physiquement, et elles ne pouvaient donc être athlètes. Mais certaines d'entre elles ont concouru à des épreuves qui n'exigeaient pas de présence physique. Alors c'est quelque chose d'assez surprenant pour nous, mais il faut préciser que les concurrents aux Jeux olympiques antiques étaient en fait de deux types.
il y avait d'un côté les athlètes, auxquels on pense volontiers, nous dirions les sportifs à proprement parler, et puis il y avait pour certaines épreuves les financeurs. Alors, je précise, pour le premier cas, donc les compétitions sportives avec participation physique de celui qui concourait, on avait la course, on avait le lancer, on avait des sports de combat, comme ici la lutte, le pugilat, ancêtre de la boxe, hein, vous voyez les lanières qui entourent les poings. Donc ça, c'était les épreuves qui supposaient une participation directe physique. Mais le deuxième grand type d'épreuve, c'était les compétitions hippiques. Et ces compétitions hippiques comprenaient des courses hippiques, avec donc des courses montées, mais aussi des courses de chars attelés, hein, avec 2 ou 4 chevaux, hein, qui menaient un char. Et donc, dans le cadre de ces compétitions hippiques, il y avait une particularité, c'est que celui ou celle qui concourait n'était pas le jockey ou le conducteur de char, mais c'était le ou la propriétaire, hein, celui ou celle qui finançait les chevaux, le char, qui rémunérait le jockey ou l'aurige, hein, comme on appelait le jockey. Vous avez là le fameux aurige de Delphes. Donc, c'est le seul type d'épreuve, ces épreuves hippiques, où l'on puisse dire celui ou celle, puisqu'il était possible à une femme de financer une épreuve de ce type. Et il y a un cas fameux qui est celui de Kiniska, qui n'était pas n'importe quelle femme, mais qui était de la famille royale, d'une famille royale de Sparte. Kiniska, qui a remporté plusieurs victoires olympiques à la course de chars attelés de 4 chevaux. Non pas parce qu'elle a mené ses chevaux, conduit ses chevaux, mais parce qu'elle a donc financé et peut-être même entraîné le jockey, enfin bon, supervisé en tout cas l'entraînement. Et Kiniska fait ensuite une offrande à Zeus sur le site d'Olympie, une offrande d'un attelage en bronze. C'est un groupe statuaire qui comprend un char, ses chevaux, leur conducteur, Kiniska elle-même, et c'est un groupe accompagné d'inscriptions qui vantent non pas la victoire de l'aurige, de celui qui a été vraiment présent physiquement et acteur de la victoire, mais qui célèbre la victoire de Kiniska. Donc, c'est un cas très connu, mais en même temps tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas, sinon, de présence physique des femmes, comme, à vrai dire, en de nombreuses occasions de la vie publique dans la Grèce antique, hein, à l'exception de certaines cérémonies religieuses. Sur le plan social, les concurrents étaient à l'origine des membres de l'élite, mais la participation s'est élargie progressivement à des hommes de milieux plus modestes. Cet élargissement est allé de pair avec la professionnalisation et avec la spécialisation, avec un véritable entraînement régulier. Si un garçon de condition modeste montrait des dispositions, sa cité pouvait lui donner de l'argent pour lui permettre de s'entraîner, même si ça n'avait rien de systématique. Cela pouvait arriver. Cela concernait évidemment les épreuves athlétiques et non pas les épreuves hippiques qui sont toujours restées l'apanage de l'élite. Si l'on s'interroge sur la dimension politique des JO antiques, plusieurs questions se posent. D'abord, les concurrents étaient-ils là à titre individuel? Quels bénéfices personnels pouvaient-ils tirer de leur participation aux JO? Ensuite, quel rôle jouait la cité du concurrent? Quels bénéfices tirait-elle éventuellement de sa victoire? Enfin, les JO étaient-ils l'occasion d'une communion ou d'une compétition politique entre les cités? Premier point, donc un compétiteur concourait-il à titre individuel? Tirait-il un bénéfice personnel et en particulier politique dans sa propre cité de sa participation et surtout de sa victoire aux Jeux Olympiques? Avant de participer, il faut le préciser, le candidat n'avait pas besoin de l'aval de sa cité. Il se présentait de son propre chef. Il n'y avait pas de sélection de la part des cités, pas d'équipe officielle, et les athlètes menaient leur carrière éventuelle de manière personnelle.
Une fois qu'ils avaient participé, eh bien, il faut dire aussi qu'il y avait très peu de vainqueurs. Il y avait très peu de vainqueurs puisqu'il n'y avait qu'un gagnant par épreuve, c'était le numéro 1. Il n'y avait pas de médaille d'argent, de médaille de bronze. On ne retenait que le nom du vainqueur de chaque épreuve. Pour désigner ce vainqueur, on avait formé un mot en grec, c'était olympionique, qui veut dire vainqueur olympique, champion olympique, dirions-nous aujourd'hui. Ce titre était un titre que l'on acquérait pour la vie, c'est-à-dire que 30 ans après, on était encore désigné comme un olympionique. Et ensuite, on pouvait ajouter à son prestige en précisant, le cas échéant, le nombre de victoires aux différents concours successifs. Pour ces heureux vainqueurs, le succès n'était pas une source d'enrichissement direct de la part de l'organisation des Jeux Olympiques, puisque à Olympie même, le vainqueur ne recevait comme prix, c'est bien connu, qu'une couronne d'olivier sauvage, c'est-à-dire qu'il ne recevait qu'une récompense purement symbolique, sans valeur marchande. Une récompense qui symbolisait la gloire acquise à l'échelle internationale. Le vainqueur olympique recevait en revanche des gratifications à son retour dans sa cité. Des gratifications qui pouvaient être, selon les époques, selon les cités, de l'argent, le privilège d'être nourri aux frais de l'État, une place d'honneur au spectacle, le vote d'un décret honorifique de la cité qui était gravé sur une stèle de pierre à la gloire de cet athlète, une stèle de pierre qui était elle-même dressée dans l'espace public au cœur de la cité, l'érection de la statue de l'athlète au cœur de la cité, ou encore le financement d'une statue de cet athlète qui était dédiée à Zeus dans le sanctuaire d'Olympie. Donc tout cela, les cités étaient susceptibles d'en gratifier leurs vainqueurs olympiques. Il s'agissait donc de récompenses matérielles et honorifiques. En plus de cela, l'aura de gloire qui résultait de la victoire pouvait servir une carrière politique et l'accès à certaines fonctions. Par exemple, à Sparte, c'était des vainqueurs olympiques qui avaient l'honneur de combattre à côté du roi quand il menait une campagne militaire, de constituer en quelque sorte la garde royale. Autre exemple significatif, malgré son caractère exceptionnel, on connaît le cas de l'Athénien Alcibiade, qui fit concourir dans la même course olympique 7 chars. C'était un record, des chars qui arrivèrent premier, deuxième et quatrième. Or, il rappelle cet exploit l'année qui suit, en 415, devant l'assemblée de ses concitoyens. Il rappelle cette performance en la présentant comme la preuve qu'il est le plus apte des Athéniens à exercer le commandement militaire qu'il est en train de solliciter. Il est en train de demander à ses concitoyens de l'élire stratège, ce qui est une fonction à la fois militaire et politique. Et donc il s'appuie sur cette victoire, à laquelle il n'a pas participé physiquement, puisque c'était une course de chars, mais donc c'est tout à fait révélateur de ce caractère prestigieux et de la manière dont on pouvait exploiter un succès aux Jeux Olympiques pour le faire valoir dans le cadre politique. En l'occurrence, on ne sait pas si c'est à cause de cela, mais il a effectivement été élu stratège. Alors dans de tels cas, il s'agit à vrai dire d'hommes riches qui auraient sans doute fait carrière sans cela, et on ne connaît pas de cas d'athlètes d'origine modeste qui auraient acquis un rôle politique dans sa cité par le seul fait d'une victoire olympique. Celle-ci était juste en quelque sorte un atout complémentaire pour obtenir des places d'honneur dans la cité. La victoire olympique était donc une source d'avantage et de gloire pour le vainqueur et pour sa famille. Qu'en était-il de sa cité ?
Un compétiteur représentait-il sa cité? Quel rôle jouait la cité d'origine du concurrent avant et après sa victoire? Pour ce qui est du rôle joué par la cité en amont, eh bien, il est relativement modeste. Il n'y a pas de sélection, nous l'avons dit, de la part de la cité. Il n'y a pas de sélection des concurrents. Néanmoins, il y a eu une évolution. Je vous ai dit qu'on parlait d'un millénaire, et évidemment, les pratiques ont évolué au fil des siècles. Et il y a eu une évolution. Et pour les épreuves athlétiques, la cité a peu à peu favorisé l'entraînement des athlètes dans le cadre d'une institution civique qui faisait l'objet d'un financement public, à savoir le gymnase. Avec le temps aussi, avec l'avènement de la professionnalisation, certaines cités se sont mises à rémunérer des athlètes avant même toute victoire, même si ça n'était pas le cas général. C'est une pratique qui s'est étendue. Pour ce qui est de la réaction de la cité à la suite des victoires, on vient de le voir, la cité récompensait les citoyens vainqueurs au concours olympique par des honneurs, par de l'argent. Et la question que l'on va poser maintenant, c'est de savoir pourquoi. Quel avantage la cité tirait-elle de cette victoire? Le premier point, eh bien, c'est que la gloire de l'athlète rejaillissait sans surprise sur sa cité. Le vainqueur olympique était toujours identifié clairement, non seulement par son nom, mais aussi par celui de sa cité. Au moment du couronnement du vainqueur, on proclamait bien l'un et l'autre nom. De même, si le vainqueur faisait ériger à Olympie une statue commémorant sa victoire, eh bien la base de cette statue mentionnait le nom de l'athlète, la discipline dans laquelle il l'avait emporté, mais aussi le nom de sa cité. De ce point de vue, il n'est pas surprenant que ce monument commémoratif ait parfois été commandé directement par la cité du vainqueur. C'est assez significatif. La cité trouvait son avantage en termes de prestige à cette forme d'affichage. De même, on a vu qu'une sculpture honorifique des athlètes vainqueurs était souvent érigée sur l'agora de leur propre cité, au cœur de la ville. Et l'on a déjà dit que c'était un honneur pour le champion olympique, mais il faut ajouter que cela manifestait aussi la fierté que la cité tirait de cette victoire et qu'elle tenait à afficher aux yeux des visiteurs étrangers. Mais tout cela n'était pas qu'une question de prestige. Les victoires olympiques étaient également perçues comme l'indice de la force de la cité. Premier exemple, je vais peut-être me limiter à celui-là, on va revenir au cas de l'Athénien Alcibiade. Dans le discours à l'Assemblée de sa cité que j'ai déjà évoqué, il présente sa victoire olympique à la course de chars comme une source de bénéfices pour sa cité. Il la présente en effet comme une manifestation de la puissance de cette cité au moment où les autres cités la croyaient affaiblie. Et donc, il la présente comme une sorte d'arme psychologique contre les cités rivales. Donc, même s'il n'y avait pas de sélection ou de délégation officielle, même si la participation reposait sur des initiatives individuelles, les concurrents étaient bien vus comme les représentants d'une cité. Il n'était d'ailleurs pas possible de concourir sous bannière neutre, pour employer une expression anachronique, et les sanctions qui étaient prises parfois par les organisateurs des concours frappaient tous les citoyens d'une cité donnée. Une année, par exemple, Sparte a été exclue des Jeux olympiques pour avoir rompu la trêve sacrée, dont je reparlerai dans quelques instants, et par voie de conséquence, tous les ressortissants de Sparte ont été exclus et n'ont pu participer à ces Jeux olympiques. Si les concurrents représentaient indirectement les cités, j'en arrive à mon troisième point, ces cités étaient-elles elles-mêmes en compétition par le biais des Jeux olympiques? Et plus généralement, les Jeux olympiques avaient-ils un impact sur leur rapport politique? Rappelons d'abord que
les cités n'étaient pas en compétition pour accueillir les Jeux olympiques, hein, puisque, contrairement aux Jeux olympiques modernes, les Jeux olympiques antiques se passaient, conformément à leur nom, toujours à Olympie. Olympie qui n'était pas un État. Olympie, c'était un sanctuaire qui était néanmoins sur le territoire d'une cité, avec une cité qui s'appelait Élis, hein, que vous voyez sur la carte. Élis qui était à 35 km de distance. Une cité d'importance mineure. Élis, c'est la cité qui administrait le sanctuaire et qui organisait les Jeux olympiques. Il n'y avait pas de comité international. Les organisateurs du concours, c'étaient des citoyens d'Élis qui étaient tirés au sort. Les juges et arbitres, lors des concours, ce n'était pas un jury international, mais c'était également des citoyens d'Élis qui avaient été tirés au sort parmi des nobles présélectionnés. Les citoyens d'Élis pouvaient aussi participer aux Jeux et ils ne s'en privaient pas. C'étaient donc des concitoyens des arbitres, mais il ne semble pas que ces derniers aient jamais été accusés de les avoir favorisés. Donc, pas de compétition préalable entre cités pour obtenir d'accueillir les Jeux olympiques avec tout l'arrière-plan économique, politique et symbolique que cela peut revêtir aujourd'hui. Deuxième point, les Jeux olympiques suspendaient-ils les guerres entre les cités grecques? On sait, j'ai employé l'expression tout à l'heure, qu'il y avait une trêve sacrée que des héros, des envoyés partis d'Olympe allaient proclamer dans les cités dans les mois qui précédaient les Jeux olympiques. Et cette trêve sacrée, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ça ne signifiait pas qu'on suspendait la guerre, mais en général, mais que l'on interdisait, donc premièrement, on interdisait toute guerre avec la cité d'Élis, hein, ce qui est tout de même très précis, et d'autre part, que l'on demandait à lever tout obstacle au voyage des dizaines de milliers de Grecs qui allaient venir à Olympie pour les Jeux. Il faut dire que la capacité d'accueil d'Olympie a été estimée à 45 000 spectateurs. C'est ce qui est tout de même considérable. Et c'était un des rassemblements majeurs de Grecs venus d'un peu partout. Troisième point, toujours pour cette question des rapports entre cités par le biais des Jeux olympiques, les cités étaient-elles en compétition d'image à travers leurs citoyens qui concouraient? Alors, elles ne l'étaient pas officiellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'équivalent d'un décompte des médailles, par exemple, mais les cités appréciaient et exploitaient la victoire de leurs ressortissants, on l'a déjà bien suggéré, la mise en valeur de leurs champions par des honneurs ostensibles, par l'érection de stèles et de statues appelées à durer, constituait une forme d'affichage qui travaillait au prestige international des cités elles-mêmes. Cet affichage supposait la comparaison et c'était une des dimensions de la rivalité entre cités. Dans les affrontements fréquents et les tentatives des unes pour dominer les autres, il était important de montrer ses muscles un peu et d'afficher que l'excellence d'un ressortissant avait été reconnue devant l'ensemble du monde grec. Le prestige international de l'athlète était aussi parfois utilisé au service de la cité, par exemple en matière diplomatique. Les cités avaient coutume d'envoyer en ambassade des citoyens en mesure d'impressionner leurs interlocuteurs et de les persuader lors de négociations entre États. Or, les vainqueurs olympiques n'étaient pas rares dans ces ambassades. On connaît l'exemple de l'Athénien Callias, qui a été plusieurs fois vainqueur aux Jeux olympiques et qui a mené avec succès des négociations de paix majeures, aussi bien avec l'Empire perse qu'avec Sparte. Il est vrai que c'était aussi le plus riche des Athéniens de son temps et que ces victoires olympiques ne furent peut-être pas le facteur déterminant.
Plus étonnant est l'exemple d'ambassadeurs qui ont été envoyés à la cour perse, jusqu'au sud-ouest de l'Iran actuel, par diverses cités, et qui étaient des vainqueurs olympiques, missionnés parfois des décennies après leur victoire. Les cités espéraient manifestement que l'aura de leur champion séduirait leur interlocuteur, le grand roi de Perse, qu'elle l'impressionnerait pour le pousser à accéder à leurs demandes, la conclusion d'une paix ou d'une alliance. C'était peut-être lié aussi à l'idée grecque que l'athlétisme était non seulement une caractéristique grecque, mais une supériorité sur les barbares, et que c'était susceptible d'intimider le grand roi. En quoi c'était bien évidemment une illusion. Une dernière illustration du rôle politique que pouvaient jouer les Jeux olympiques est donnée par le cas d'un vainqueur olympique issu d'une cité dont l'existence et l'autonomie étaient contestées. Je précise, donc nous sommes en 368 avant notre ère, et une épreuve a été gagnée par Damiscos de Mécène. Mécène, vous voyez cette cité sur la carte. Mécène était une cité qui venait d'être créée l'année d'avant sur un territoire qui était auparavant assujetti à Sparte, que vous voyez légèrement donc à l'est, est-sud-est, par rapport à Mécène. Ce territoire de Mécène, en fait, tout autour du territoire, il y avait ce qu'on appelait la Messénie, ce sud-ouest du Péloponnèse. Il était depuis 3 siècles habité par des gens de statut inférieur, des ilotes, qui s'étaient alors, l'année d'avant, donc l'année d'avant ces Jeux olympiques, qui s'étaient émancipés à la faveur d'une intervention militaire extérieure par une autre cité, Thèbes, qui est une cité de la Grèce balkanique, au nord du Péloponnèse. Et malgré sa défaite, Sparte, donc malgré sa défaite face à Thèbes et aux Messéniens, Sparte refusait de reconnaître l'existence de la nouvelle cité de Mécène. Or, le fait que Damiscos de Mécène ait pu concourir, c'était de la part d'Hélice une reconnaissance officielle de l'existence de Mécène comme une cité grecque légitime et autonome. De plus, la proclamation de la victoire a eu lieu oralement devant un ensemble de Grecs venus de dizaines de cités, ce qui lui donnait un poids et une audience considérables. C'était un acte politique fort, un pouvoir symbolique dont usèrent alors les juges d'Hélice, et cela manifeste, une fois de plus, qu'un concurrent représentait aussi sa cité, mais aussi qu'Olympie pouvait être symboliquement le lieu de reconnaissance générale d'un nouvel État, pourtant contesté par certains. Je conclus, au total, oui, les cités sont en compétition et l'on est loin de l'idéal affiché par Pierre de Coubertin. L'essentiel pour les concurrents comme pour leur cité, ce n'est pas de participer, mais c'est d'emporter la victoire, sachant qu'il y a un seul vainqueur par épreuve. L'objectif des Jeux olympiques, ce n'est pas de promouvoir l'amitié entre les peuples, mais de se livrer à une compétition dans des épreuves dont les plus populaires étaient d'une violence sans équivalent aujourd'hui, tel le pancrace, un sport de combat où la seule chose interdite était de mordre son adversaire ou d'enfoncer le doigt dans son œil. Et là, vous avez un arbitre qui est en train de menacer des contrevenants. Cela dit, comme dans tout jeu, il y avait des règles généralement respectées et un arbitre, vous le voyez, qui était là pour sanctionner les manquements. Il serait excessif, bien sûr, de dire que les Jeux olympiques antiques étaient la continuation de la guerre par d'autres moyens, mais il faut aussi se garder d'une vision éthérée. Les individus y venaient pour gagner, à la fois pour leur propre carrière, sportive ou politique, et pour leur cité. Et les cités-États elles-mêmes, si elles ne contribuaient pas à la sélection des candidats, encourageaient la participation en la rétribuant, du moins en cas de succès, et les cités tiraient bénéfice des victoires de leurs ressortissants en termes de prestige et d'affirmation de leur puissance.
Les concours antiques étaient donc, paradoxalement, d'un côté, une manifestation d'entre-soi et d'affirmation de l'hellénisme par rapport aux barbares, une manifestation comprise par les Grecs eux-mêmes comme un facteur d'unité et de communion. Et, dans le même temps, c'était une occasion de compétition entre cités par le biais des vainqueurs olympiques, autour desquels les cités mettaient en place toute une communication orale et matérielle. Une compétition qui s'exprimait dans un cadre beaucoup plus large que celui des guerres et des rivalités habituelles entre voisines, puisque les concurrents venaient d'une centaine de cités dispersées et représentaient potentiellement l'ensemble du monde grec. Une compétition dont l'enjeu était principalement de l'ordre de l'image et du prestige, non sans retombées en termes de puissance. Et sur ce point, les JO modernes ne sont pas sans présenter quelques ressemblances. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Non seulement vous avez mis en évidence ce qui différencie les jeux antiques des jeux actuels, mais il y a quand même des éléments de réflexion extrêmement importants pour les jeux actuels. Avant la lettre, il y a déjà des formes de médiatisation, de professionnalisation, oui, de corruption, d'exclusion. Oui. On pense à la Russie actuellement par rapport aux jeux. Je voudrais peut-être profiter pour tout de suite poser une question. Et des cas de boycott, c'est-à-dire à l'inverse, est-ce qu'on a des cités-États qui ont refusé de participer aux jeux pour manifester un certain nombre de velléités? Tout ça a été extrêmement passionnant. Et cette compétition entre cités grecques que vous décrivez indirectement à la fin vous montre des formes d'affrontement aujourd'hui d'États-nations, ce qui n'est pas le cas puisque la nation correspondrait plutôt à la communauté culturelle des Grecs, mais au moins au niveau de la compétition entre États. Mais avant que vous répondiez à certaines interrogations, on va prendre un certain nombre de questions dans la salle. Qui veut prendre la parole? William. Oui, merci Dominique, effectivement c'était passionnant. Je rejoins un peu ce qu'a dit Sylvain. Enfin, la question qu'on posait, le lien entre les jeux de l'Antiquité et puis les jeux actuels, notamment la question de la professionnalisation, puisque le Skopje de Coubertin a rénové les Jeux Olympiques, c'était avant tout des athlètes amateurs. Qu'en est-il de cet héritage? Parce qu'à un moment, on se réclame de l'héritage pour exclure les femmes. À un autre moment, il n'y a pas d'héritage, puisqu'on demande à ce que les JO soient le fait de participants amateurs. Et puis la question du record. Est-ce que les champions, donc il y avait un seul champion par épreuve, est-ce qu'ils revenaient dans d'autres Olympiades? Et est-ce qu'on comparait les performances entre les Olympiades? Ou alors ça n'existait pas? Parce que le principe des JO, c'est quand même de comparer dans le temps les performances. Est-ce que ça existait ou c'est une notion moderne, cette comparaison? Merci William. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose qu'on en prenne 2 ou 3 et puis ça vous permet de faire une réponse globale. Si vous voulez. Monsieur. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi la cité d'Hélice, en fait. Qu'étaient ces citoyens? Étaient-ils justement des citoyens qui avaient des vertus supplémentaires ou... Voilà. D'accord. Voilà. Allez, au fond. Moi, c'était juste pour savoir si les femmes grecques étaient considérées comme des citoyennes au même titre, enfin, pas au même titre forcément que les hommes, mais considérées comme des citoyennes. Vous avez une question? Du coup, moi, c'était une question par rapport au financement. On sait que maintenant, du coup, les athlètes, ils sont beaucoup subventionnés, ils sont suivis pour les entraînements, etc. Mais du coup, avant, enfin, cette période-là, est-ce que c'était plus pour les élites, du coup, parce que je suppose qu'au niveau du déplacement, enfin, pour se loger, etc. après, est-ce que c'était réservé à une élite qui était, enfin, qui avait des revenus assez élevés, on va dire? Je vous en prie. D'accord, je vais prendre dans l'ordre puisque ce sont des questions assez différentes. Alors, pour ce qui est de la professionnalisation et de l'amateurisme, en fait, on peut dire que dans la Grèce antique, à partir du moment où il y a eu une professionnalisation, au bout de 3 siècles, disons, ça a commencé, les deux systèmes ont cohabité. C'est-à-dire qu'il y avait des amateurs, plutôt évidemment dans les classes qui avaient les moyens, et il y avait des professionnels qui étaient plutôt des gens de classe modeste, hein, qui avaient pu tout de même être repérés et dont on avait pu cultiver
les talents. Et en fait, il y avait les deux. Effectivement, Coubertin n'a retenu qu'une catégorie, d'une certaine manière. Pour ce qui est de la comparaison des performances, nous n'avons aucune attestation allant dans ce sens. Et apparemment, non. Il n'y avait pas alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de médaille de bronze ou d'argent, mais il n'y avait pas non plus de relevé de performance. Et jamais on ne dit il a fait mieux que la dernière fois, ou on accumule plutôt les victoires, si possible. Donc on dit il a emporté 2 fois telle épreuve aux Jeux Olympiques, plus telle épreuve aux Jeux Pythiques, mais jamais on a de précision sur les performances et leur comparaison. Alors, pour ce qui est du cas de la question du boycott que vous m'avez posée, là c'est pareil, il n'y a pas d'attestation de boycott des Jeux Olympiques par une cité, à ma connaissance. Hélice. Alors, pourquoi Hélice ? Eh bien, c'est un peu une question de proximité et de territoire des cités. Dans un premier temps, Olympie, mais dans un tout premier temps, disons, quand même les 2 premiers siècles, mais les Jeux ont commencé de manière très modeste. Au début, il y avait la course du stade, et puis après, ça s'est étoffé. Bien sûr, j'ai parlé du stade évolué des Jeux au bout de plusieurs siècles. Mais dans un premier temps, Olympie dépendait d'une bourgade voisine qui s'appelait Pisa, P-I-S-A, qui n'est pas sur cette carte tellement elle était petite. Au bout de 2 siècles de jeux, elle est passée sous la tutelle, pourrait-on dire, d'Hélice. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sanctuaire était sur le territoire de la cité d'Hélice. C'est-à-dire qu'une cité, dans l'Antiquité grecque, on pense souvent au centre urbain, à la ville, mais toute cité a aussi un territoire rural qui peut comprendre aussi des villages, des sanctuaires, etc. Et en fait, Olympie se trouvait sur le territoire de cette cité à partir du moment où la cité s'est affirmée. Voilà, c'était la cité la plus proche, la cité d'importance la plus proche. Il n'y a pas d'autres raisons que l'on connaisse. Alors, les femmes grecques étaient-elles considérées comme des citoyennes ? Alors, le terme de citoyenne existe. Il y a un féminin au terme de citoyen en grec, mais on peut dire que la citoyenne en Grèce n'est pas l'équivalent féminin du citoyen. C'est-à-dire que dans certaines cités, elle contribue à transmettre la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il faut avoir père et mère citoyens. Elle est, en tant que citoyenne, autorisée à participer à certaines fêtes religieuses, mais en dehors de cela, globalement, elle n'a pas les prérogatives politiques, voire juridiques du citoyen. Voilà. Je ne sais pas si... Est-ce qu'elle pouvait participer, être spectatrice? Comme vous disiez que les épreuves d'athlétisme étaient souvent à nu, est-ce qu'il y avait un souci au niveau de ça? Alors, je l'ai dit rapidement, donc ça vous a peut-être échappé. Non, elle ne pouvait pas pénétrer dans le sanctuaire d'Olympie pendant les Jeux Olympiques. Il y avait des jeux qui étaient en l'honneur d'Héra. Alors, Héra, c'est l'épouse de Zeus, et c'est une déesse, et les déesses sont généralement, enfin, pour certaines d'entre elles, en tout cas celle-là, honorées par des femmes. Et donc, il y avait un petit concours pour les jeunes filles qui avait lieu, mais en dehors des Jeux Olympiques, qui avait lieu à Olympie, mais c'était les Jeux en l'honneur d'Héra. Et là, il n'y avait que des filles et des femmes. Mais pour ce qui est des Jeux Olympiques, donc les véritables Jeux Olympiques, si on peut dire, et en l'honneur de Zeus, il n'y avait que des participants masculins, mais il n'y avait que des spectateurs masculins aussi. Ce qui, effectivement, correspondait à une règle assez générale. Même au théâtre, on discute encore pour savoir s'il y avait des spectatrices ou pas. Au théâtre athénien, on penche pour dire que peut-être, mais c'est pas sûr. Enfin bon, on penche pour dire qu'on ne sait pas en fait. Et là, évidemment, la nudité masculine était
était un obstacle de plus ou n'aurait peut-être pas été pratiqué s'il y avait eu des spectatrices. Enfin, on m'a posé la question du financement. Alors, le financement, vous parliez du financement, qui m'a posé la question? Oui, c'était le financement des athlètes ou le financement de l'organisation? C'était pour les athlètes, pour tout ce qui était pour se déplacer, etc. Après, sur place, et voilà. Voilà. Alors, le financement, alors soit, bien sûr, on avait les moyens personnels ou familiaux, soit il y avait des contributions de la cité ou bien d'associations. Il y avait des associations sportives avec un arrière-plan religieux le plus souvent, soit parfois l'équivalent de sponsors privés. Ça arrivait aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Monsieur. Oui, Raphaël Languillon, géographe. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. J'aimerais revenir sur l'évolution des infrastructures. Le premier stade est très rudimentaire. D'ailleurs, on faisait pousser du blé pendant les années où il n'y avait pas de jeu. Et puis ensuite, il a été complexifié, il s'est spécialisé. Et puis, en se spécialisant, il a grossi, il s'est éloigné du temple pour des questions de place. Ma question est assez simple. Est-ce que cette spécialisation s'est faite en déconnexion progressive avec les fonctions religieuses, ou est-ce qu'on a gardé un lien quand même, malgré la spécialisation et l'apparition dans le paysage urbain de ce nouvel objet qui est le stade? Oui, non, c'est resté une partie du sanctuaire. Hein. C'est resté une partie du sanctuaire, et toutes les fêtes grecques avec aussi bien une dimension sportive qu'une dimension que nous qualifions d'artistique, tout cela, ça s'effectue toujours dans le cadre de célébrations religieuses au sens grec, hein, c'est-à-dire que ça fait partie de célébrations en l'honneur de tel dieu, hein, donc Zeus, Apollon à Delphes, Athéna à Athènes, etc. Et donc même si l'espace paraît un petit peu plus distant du temple, ça reste quand même sur le territoire sacré qu'est le sanctuaire. Bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Si, madame. Une question peut-être liée indirectement au changement climatique. S'ils étaient nus, ça veut dire que les concours ont eu lieu dans un certain mois de l'année. Ils n'ont jamais eu froid? Ah oui, ils avaient lieu. Alors, le calcul de la date est un peu compliqué parce qu'il fallait que je crois le 3e jour des épreuves corresponde avec la 2e ou la 3e lune suivant le solstice d'été. Donc, ça doit nous mener à août-septembre. Hein, oui.